Sunderlight Production. L'asphalte, ça doit être 10 à 5% des routes qu'on a parcourues. Ouais. Et le reste, c'est majoritairement du sable. On a une partie avec des gros cailloux où là, on s'est dit pourquoi on n'a pas des VTT. Du coup, les émotions hautes qu'on ressent quand on réussit quelque chose, quand on arrive sur un point de campement exceptionnel, voilà, là, on est submergé, c'est du orange qui vire vers le violet quand la nuit se couche, des oryx en liberté sauvage au loin un petit peu de partout. Bienvenue dans Ultra Talk. Je suis Arnaud Manzanini et chaque semaine, je me plonge dans des discussions captivantes avec des esprits audacieux pour vous lancer vous aussi dans des aventures hors du commun. Des sommets de l'ultra trail aux routes infinies de l'ultracyclisme, de l'alpinisme aux horizons lointains de la voile, toutes les facettes du monde ultra sont explorées. C'est parti pour un nouvel épisode. Je suis avec Anouche et Tom aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Arnaud. Bonjour Arnaud. On sent l'hésitation, c'est ce que j'allais dire. C'est un peu particulier parce que j'ai deux invités en face de moi aujourd'hui. J'en ai pas qu'un, ou pas qu'une invitée, mais j'ai deux personnes. Donc moi, je suis ravi de pouvoir vous accueillir sur le podcast Ultra Talk dans cette nouvelle saison. Alors, Anouche et Tom, qui sont ces personnages, qui sont ces aventuriers ? C'est tout simplement deux personnes qui se sont lancées dans une aventure incroyable avec un documentaire qui est sorti, un documentaire qui s'appelle Bengala, sur la route des diamants, qui a été tourné en Namibie. Et c'est ça qui est incroyable, justement, et c'est ce que vous allez nous partager, nous expliquer, c'est cette aventure, comment elle est née, comment elle s'est déroulée, et qu'est-ce que vous allez faire avec ça, parce que c'est bien de vivre des choses, mais moi, c'est toujours, en tout cas, à titre personnel, la question que je me pose, c'est qu'une fois que j'ai vécu des émotions aussi fortes, c'est qu'est-ce que je fais de ça, en fait ? Comment je l'utilise pour ma vie future ? Donc, vous allez nous partager ça, mais avant tout, je vais vous laisser la parole pour vous présenter. Donc, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, Anouche et Tom, vous présenter pour les auditeurs du podcast ? Bien sûr. Donc, je suis Anouche Richalet, j'ai 23 ans et je suis vidéaste et créatrice donc, de contenu. Je vis maintenant donc, la moitié de l'année en Afrique du Sud, à Cape Town, et le reste à Grenoble. Et avec Tom, on fait des documentaires, des courts-métrages sur l'outdoor et l'aventure. Voilà, moi je suis Tom, du coup plutôt sur le côté photographie, et avec Anouche, ça fait un peu plus de 2 ans qu'on voyage ensemble, beaucoup à vélo. Ça peut être par d'autres moyens également, mais voilà, on est centré sur l'outdoor et l'aventure et sur raconter des histoires. L'ultra nous est tombé dessus récemment, et c'est ce dont on va discuter d'ailleurs. Donc c'est le tout début alors, parce que si l'ultra vous êtes tombé dessus tout récemment, ça veut dire que ça ouvre le champ des perspectives assez incroyable. Oui. Exactement. Et c'est vrai que l'introduction était plutôt donne envie d'en savoir un peu plus. Hein. Donc tu disais, Anouche, que tu passes la moitié de l'année en fait en France et la moitié de l'année en Afrique, c'est ça ? Exactement. Voilà, c'était en février dernier qu'on a débarqué à Cape Town. Et là, on va y retourner en septembre prochain pour de nouvelles aventures qu'on va vous parler un peu plus en détail à la fin. À la fin de cet épisode. Mais qu'est-ce qui t'a amené là-bas alors à Cape Town ? C'est quoi ? C'est l'amour de ce continent, l'amour du pays, ou c'est des liens familiaux qui font que c'est assez facile pour toi justement de switcher entre les deux ? Alors, moi, j'ai toujours beaucoup voyagé parce que j'ai une famille de voyageurs, donc je connais bien l'Afrique. J'ai beaucoup voyagé en Tanzanie, au Rwanda, en Afrique du Sud. Et là, en fait... C'est des pays qui sont magnifiques en plus. C'est des pays qui sont magnifiques, ouais. C'est incroyable, le dépaysement, il est juste dingue. Et là, j'y suis allée plutôt pour des raisons professionnelles. J'ai commencé un stage un peu dans l'événementiel, donc à Cape Town. Et c'était une ville où il fait vraiment bon de vivre. Et donc, Tom m'a suivi. Et puis, à partir de là, est né beaucoup d'aventures, d'histoires. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est tombé complètement amoureux de Cape Town et du style de vie de cette partie de l'Afrique du Sud, en tout cas. C'est pour nous le paradis. Hein. On est au niveau de la mer, on va courir, on est à 1000 mètres d'altitude sur Table Mountain. On redescend, on fait du surf, du kite, du vélo, du gravel, du VTT. C'est un terrain de jeu assez unique. Qu'on compare souvent des fois un peu à Nice dans le style où tout est à proximité et tout est très beau. Et puis les histoires à raconter dans cette partie de l'Afrique qui nous ont conduit à nous installer là-bas la moitié de l'année. Donc voilà, c'est le début, mais de belles choses sont à venir là-bas. Bon, ça, dans ce que vous décrivez, c'est assez paradisiaque. Donc en tout cas, merci pour ces présentations. On va parler du documentaire Bengala, justement, de cette aventure. Qu'est-ce que nous dit le documentaire ? C'est quoi ce projet, en fait, de traverser effectivement la Namibie
du sud au nord. Quel est ce projet ? Je vais commencer, Vas-y. puis Anouche, tu peux détailler un petit peu. En fait, on vivait donc au Cap et puis on avait vu que pas mal d'ultracyclistes avaient fait une course qui s'appelle la Rhino Run en Namibie. Arnaud, t'en as sûrement entendu parler. C'est une course unsupported, donc depuis le sud de l'Afrique du Sud jusqu'à Windhoek, la capitale de la Namibie. Ça avait l'air complètement épique. On est tombé sur les vidéos. En fait, on savait pas du tout qu'on pouvait faire du vélo là-bas avant. Et puis, en fait, en voyant ça, on s'est dit que ça avait l'air d'être le paradis. Nous, il y a 10 ans, il était allé, mais en 4x4 sur un autre format avec sa famille. C'est ça qui nous a donné envie d'explorer ce pays. Et puis, c'était à proximité, on pouvait y aller en bus. Donc, ça, c'était un bon argument. Et puis, le projet de documentaire est né, quoi. Le projet de documentaire est né. Et donc, il a fallu aussi trouver donc, des vélos gravel parce que nous, on faisait du vélo de route. On avait déjà fait pas mal de bikepacking en vélo de route, que ce soit aller à Nice, à la mer en vélo, aller en Californie. Ça, c'était mon premier gros voyage en bikepacking. Parce que moi, il faut savoir qu'il y a un an pile, on partait. Et donc, il y a un peu moins de 2 ans, je me suis fait les ligaments croisés. Et en fait, c'est comme ça que j'ai rencontré le vélo. Parce qu'avant, j'étais sportive de haut niveau en équitation. Et donc, j'ai plutôt changé de monture. Et en fait, le vélo m'a permis de découvrir vraiment une nouvelle façon de voyager et d'aventure qui m'a tout de suite énormément plu. Alors effectivement, j'avais entendu parler de cette aventure, mais j'ai toujours eu, même si effectivement j'ai vécu différentes aventures dans le chaud, dans le froid, mais dans certains environnements, la Namibie, hein, donc on va pouvoir la positionner en Afrique, effectivement, l'Afrique du Sud, une de ses frontières, le Botswana, l'Angola, mais il y a quand même... j'ai toujours eu un peu peur des animaux sauvages. Traverser certains déserts, c'est aussi impressionnant. Pourquoi cette aventure du sud au nord ? Ce que je veux dire par là, c'est quand même des conditions hostile. Déjà, quand on fait du bikepacking, on sort de son confort. On est dans l'inconfort, hein, très clairement, parce qu'on emmène avec soi ses affaires. On doit être en autonomie la plus totale. C'est ce qui permet de vivre des aventures incroyables. Mais là, vous avez rajouté des composantes un peu plus hostiles avec la faune, la flore. Enfin, il y a quand même un environnement, certes, probablement magnifique. Et je pense que quand on réunit un photographe et une vidéaste, on a tous hâte de voir le documentaire. Mais voilà, il y a quand même on rajoute une composante supplémentaire. Oui, c'est clair. Alors tout ça, c'était assez loin de notre tête, Arnaud, avant le départ, parce que mais c'est ça qui est intéressant en fait. On se considère comme amateur dans ce monde de l'ultra et dans ce monde des aventures un petit peu dans des lieux hostiles. Nous, on y est allé parce que ça nous est rêvé. C'est d'abord ça qui nous a convaincus. On s'est pas dit qu'on allait affronter des hyènes et des lions, affronter 45 degrés, crever, etc. Mais tant mieux, j'ai envie de dire. Mais c'est l'insouciance, et ça nous réunit. Vous voyez, je suis un grand rêveur, moi. Donc effectivement, les projets qui m'ont nourri, dans lesquels je me suis lancé, c'était parti d'une idée, sans voir effectivement en premier les problèmes, mais surtout en imaginant tout ce que j'allais vivre, très clairement. Donc c'est une bonne réponse, Tom. Que je comprends parfaitement. C'est vrai qu'on pense toujours à l'idée, au rêve, au bon côté des choses, avant, après, de penser aux problèmes. Et je pense que pour préparer une aventure, c'est aussi important d'anticiper les éventuels problèmes auxquels on peut faire face. Alors, au début, on a vu le rêve, les paysages, les images. On s'est imaginé pédaler sur ces longues routes désertiques, en plein soleil. Le kiff total. Voilà. Et puis après, plus on a commencé à se renseigner, à être en contact avec d'autres ultras qui avaient fait cette aventure, comme Steven Le Yarrick, que tu dois bien connaître. Bien sûr. Plus on s'est dit que c'était un choix assez ambitieux, la Namibie. Et donc, on a essayé de s'équiper au mieux. Et donc, comme ce voyage, c'est un peu notre initiation à l'ultra, à tous les deux. On en revient fort. Oui, complètement. Et puis ça s'est fait un petit peu, c'est intéressant parce que ça s'est fait un peu dans le rush, cette préparation. Ouais. Ça s'est fait dans les derniers jours avant le départ. On a découvert des choses, on a découvert qu'il nous fallait ça, puis Voilà. ci. Je nous revois une semaine avant le départ, en fait, à se dire, alors il n'y a pas de réseau là-bas, donc il va nous falloir un GPS satellite parce que vraiment, L'idée, c'est pas de prendre des risques inutiles non plus. Il fallait quand même que ce soit assez safe. Et bon, forcément, les familles, les proches veulent quand même avoir de nos nouvelles, savoir où on est.
Donc, on a quand même investi dans un petit GPS satellite qui permettait en fait d'envoyer un message et directement la personne qui reçoit le message à notre position à l'heure exacte. Donc, c'était, on va dire, assez rassurant. C'est un peu notre filet de sécurité. Ouais. Voilà. Après, sur le choix du matériel, on avait fait la Californie en étant assez minimaliste pour être le plus aéro possible et assez rapide. Donc, on a opté pour trois sacoches, une de cadre, une arrière et une sur le guidon. On ne voulait pas en mettre sur les côtés parce que voilà, il fallait faire un choix entre le poids et donc l'aéro. Après, il y a aussi, c'est vrai que les sacoches sur la fourche avant ou sur le côté, il y a un choix, c'est comment est-ce qu'on dort le soir, parce que généralement, c'est pour emporter le matériel pour se restaurer, le réchaud, la toile de tente, tout là, ça nécessite quand même de la place supplémentaire. Et donc, effectivement, c'est généralement dans ces moments-là qu'on nous rajoute des sacoches sur le côté parce que ça nécessite plus de matériel. Donc vous avez opté pour ce choix de ne pas avoir de sacoche sur le côté, ce qui veut dire que vous aviez l'envie de vraiment de dormir chez l'habitant, de trouver des solutions au dernier moment ou vraiment de bivouaquer. Alors, on avait justement pris une petite tente, sac de couchage et des petits matelas, le plus petit possible qu'on a trouvé à Cape Town. Et sur les côtés des fourches, on a opté surtout pour l'eau, en fait. Nous, ce qui nous pour les faisait bidons. un peu peur, c'était le manque d'eau. L'eau. Franchement, on préfère pas dormir et boire. C'est le choix qu'on a fait. Donc, on avait 4 bidons chacun. Et on avait aussi pris des petits gilets de trail où on peut mettre, Exactement, que j'ai adopté également, effectivement. Très pratique. On peut mettre les bidons justement sur la face avant, sur le torse, qui permet d'avoir rapidement accès à l'eau et qui permet d'emmener effectivement une quantité supplémentaire. Mais avant qu'on rentre dans cette traversée du désert de Namib, justement, de la Namibie, tu as parlé de la Californie à Nouch tout à l'heure, c'est-à-dire que quand vous vous êtes lancé dans cette aventure de traverser la Californie à vélo, qui est à l'opposé, quand on regarde comme ça, quand on l'entend, de la traversée de la Namibie, est-ce que la Californie vous a servi de préparation, de repère pour ce projet justement Bengala, ou est-ce que quand vous avez fait la Californie, traverser la Namibie n'était même pas dans vos têtes en fait? Ouais, c'est une excellente question. En fait, ce genre de voyage sert toujours, je pense, de préparation dans la mesure où la Californie, bon, ça a une image un peu de rêve. On traverse des routes côtières splendides, on passe par des villes, on a du ravitaillement, etc. C'est ça. Ceci dit, on l'a pris sous un angle assez ambitieux, nous, la Californie, parce que on a fait des grosses moyennes de kilomètres. On est arrivé à faire des près de 200 kilomètres entre San Diego et Los Angeles notamment. Donc en fait, c'était ultra intense. On s'est mis des journées parce qu'on était un peu à la recherche de nos limites à ce moment-là. On ne s'est pas forcé de rien du tout, mais on s'est mis des grosses journées avec du dénive et un petit peu beaucoup de difficultés quand même. 200 km en bikepacking avec des vélos chargés, ça fait des journées effectivement où ça laisse donc très peu de place à la récupération derrière. Ouais. Et c'est exigeant de les enchaîner. Surtout, il faudra nous préciser à quelle période de l'année vous l'avez fait. Été. Donc voilà, je pense aux fortes chaleurs, ce qui veut dire, mais là remarque en même temps, vous vous mettiez dans les mêmes conditions peut-être que le désert, ou en tout cas cette acceptation de chaleur, d'hydratation. Mais oui, il fait très très chaud et il fait très très chaud. C'est un peu la période de canicule que l'on vit, que l'on voit passer maintenant de plus en plus régulière en France avec ses 40 degrés. En Californie, les matins peuvent être un peu brumeux, mais une fois que les nuages sont passés, début d'après-midi, 14h30, alors là par contre c'est le soleil, le vrai cagnard, et donc il faut s'imaginer faire 200 bornes comme ça à vélo, donc ça peut être très engageant effectivement, je comprends. C'est ça, puis c'est l'enchaînement des jours, je pense, qui nous a bien formés dans la mesure où, voilà, enchaîner des étapes, comme tu dis, difficiles de 200 km, on a une mémoire de l'effort, puis on apprend, nous, c'est quand même lié à notre duo, c'est lié aussi à notre couple, on est ensemble dans la vie, donc on apprend aussi à se mettre encore plus dans la difficulté ensemble, à fonctionner en équipe, parfois un peu plus qu'en couple d'ailleurs, mais c'est pas plus mal dans ce genre d'aventure. Et voilà, c'est aussi ça qui fait l'entraînement pour moi. Ouais, carrément. Ouais, et puis en Californie, on tire quand même des leçons de cette première expérience parce que voilà, on a voulu toujours aller plus loin et on s'est retrouvé parfois c'était la tombée de la nuit, sauf qu'en fait, on n'avait pas du tout prévu un équipement de nuit. J'avais seulement un petit éclairage derrière et donc comme on est sur des routes, il y a des voitures des fois qui passent et des fois des routes qui sont pas du tout éclairées.
Le seul moment où on a crevé en Californie, c'est pour arriver à San Diego, donc le soir, quand il fait vraiment nuit noire. On est sur une route qui descend. Je suis devant et là, en fait, au dernier moment, je vois un gros bloc de béton. Donc forcément, j'ai rien le temps de faire. Le vélo vole. Je ne sais pas comment j'ai fait pour pas chuter et les 2 roues ont explosé. Donc ça va qu'on était proche de la ville. Mais voilà, on tire quand même des enseignements Ça va vite comprendre et de connaître les premières limites voilà. sur notre pratique pour faire mieux la prochaine fois. Je dirais que c'est une manière effectivement de découvrir comment son corps fonctionne avec la chaleur, la fatigue, l'accumulation des kilomètres, mais aussi comment fonctionne son vélo, comment on est positionné sur son vélo, comment on répartit le poids de ses sacoches sur son vélo, puisque encore il y a quelques semaines au moment où on parle, hein, mais l'épisode sera diffusé sur septembre, mais au moment où on parle, j'ai fait une aventure une très courte, une micro-aventure, mais en bikepacking en Suisse, mais ne serait-ce qu'au bout de 2-3 jours, la manière dont on répartit et dont on package ses affaires dans tes sacoches sont complètement différents du jour du départ. C'est-à-dire que très rapidement, on package beaucoup plus, on répartit dans les sacoches beaucoup mieux, donc on gagne beaucoup plus de place. Donc on se sent un peu mieux sur le vélo parce que les sacoches sont moins volumineuses. Et donc c'est vachement intéressant, même avec l'expérience, de voir comment dans le temps, on package ces sacoches totalement différemment. Donc je dirais que l'aventure en Californie vous a probablement servi, même si tu l'as dit Tom, il n'y avait pas forcément de lien entre les deux, mais l'expérience elle est toujours là. Et on apprend toujours de ces aventures-là. Et ça c'est vraiment, vraiment intéressant. Mais pour revenir sur la Californie, et après on passera sur la Namibie, qui est quand même une aventure incroyable. La Californie, c'était l'été 2022. Vous avez traversé la Californie du nord au sud. Donc vous êtes parti de San Francisco jusqu'au point le plus bas, en tout cas une des villes les plus bas, la frontière mexicaine, vers San Diego. Et donc pour connaître un petit peu la Californie, d'ailleurs vous êtes probablement passé dans un endroit où moi je me suis rendu à 3 reprises, qui est Oceanside. Vous êtes forcément passé par là, puisque c'est en front de mer. Et vous avez dû effectivement voir des paysages et des couchers de soleil, parce que là on est plein ouest, donc des couchers de soleil sur le Pacifique juste incroyable. Donc pour des producteurs de contenu photo vidéo, ça a dû être un régal de voir la golden hour justement s'avancer et arriver chaque jour. Vous l'avez peut-être même provoqué de partir un peu plus tard pour justement pouvoir en profiter un maximum, ce que je peux comprendre. Quelles sont les, comme c'est une de vos premières aventures, vous l'avez dit, pour justement découvrir et positionner un petit peu vos limites, qu'est-ce que vous avez ressenti, quelles sont les émotions que vous avez vécues au cours de ces 2 mois passés sur le continent américain et à traverser la Californie à vélo au contact des Américains qui, en Californie, sont quand même fans de sport, très tournés sur la culture du corps. Mais quand je dis ça, c'est pas négatif, c'est justement ils veulent se sentir en santé, ils veulent se sentir bien, ils font beaucoup de sport. Comment se sont passés ces 2 mois à travers la Californie ? Donc c'était vraiment c'était génial. Et justement, donc je rebondis sur la culture américaine. En fait, en Amérique, peu importe ce qu'on fait, j'ai envie de dire, si on se donne les moyens et qu'on entreprend beaucoup de choses, les Américains sont très curieux, posent beaucoup de questions et ils vont vraiment soutenir l'idée. Et donc, surtout quand c'est du sport, je dirais, ils ont beaucoup vu avec les vélos, les sacoches. On n'a pas beaucoup croisé de bikepackers en vélo. Mais du coup, ça pouvait être, on s'arrêtait dans un café, il y a quelqu'un qui boit nos vélos, on discute une vingtaine de minutes avec lui pour lui expliquer ce qu'on fait. Et c'était toujours très bien vu, en fait, et vraiment toujours beaucoup d'encouragement. On a reçu beaucoup d'encouragement. Ouais, c'est la American Way of Life et on l'a vu. Moi, c'était ma première fois aux États-Unis. Anouch j'étais déjà allé un petit peu auparavant, mais on dit en France, moi j'entends beaucoup les Américains, ils ont tout compris, j'entends des gens qui critiquent, j'entends beaucoup de choses. J'ai pas d'avis spécifique sur culture mieux qu'une autre ou pas, c'est pas le cas d'ailleurs. Ceci dit, on a été frappé par l'enthousiasme des gens et par vis-à-vis de l'effort qu'on faisait et vis-à-vis de l'initiative qu'on avait pris, leurs encouragements et leur enthousiasme. C'était assez exceptionnel en Californie.
Alors c'est vrai qu'on entend de tout sur les fameux Américains, hein. Très clairement, c'est bien, c'est pas bien. Moi j'ai eu la chance de le traverser vraiment d'ouest en est à 3 reprises. Tu as fait la Race Across America? Alors j'ai fait 3 fois la Race Across America. J'ai fait 2 fois sur le vélo, où là j'ai pas eu le temps de trop connecter avec les gens, très clairement. Et je l'ai fait une fois dans la voiture. Donc j'ai vrai que j'ai eu cette chance-là dans ma vie de traverser 3 fois le continent américain. Et donc de pouvoir échanger dans la même aventure avec des personnes qui habitent à l'ouest, des personnes qui habitent à l'est, mais aussi et surtout des personnes qui habitent au centre. Et donc on a traversé des villages où que la route centrale était bitumée et tous les petites routes perpendiculaires étaient en terre battue. Où là on est vraiment au centre de l'Amérique, où les mecs ils ont encore les flingues sur, tu vois, la ceinture, mais c'est véridique, et ils roulent avec leur gros pick-up en V8, et là tu leur parles d'environnement, ils te regardent, ils comprennent pas ce mot en fait. Enfin voilà, et donc la Californie, c'est vrai que c'est beaucoup le décrivent comme le paradis pour vivre sur Terre quand tu aimes justement le sport, parce que tout est tourné. Il y a aussi le Colorado avec Boulder, bien évidemment, qui est la capitale de l'outdoor aux États-Unis. Mais la Californie, ils ont vraiment ce culte de se sentir bien en santé en faisant beaucoup de sport. Et c'est pas un cliché du tout de les voir faire du sport. Dans les salles, il y a des magasins de vitamines là-bas. En fait, tu as des vitamines centers. C'est totalement une autre culture. Et quand tu aimes le sport, tu n'es forcément pas insensible à ce mode de vie-là, très clairement. Donc voilà, en tout cas, c'était intéressant de vous entendre sur cette aventure. Quand vous avez terminé cette traversée de 1100 km à travers ce magnifique État, parce que c'est un État qui est magnifique, hein, la Californie, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Quand est-ce qu'on recommence? Et je me souviens même que justement, on s'est dit qu'on voudrait, on a adoré, mais qu'on voudrait s'aventurer dans quelque chose de plus sauvage. Plus engageant. Oui, c'est ça, un peu le némésis finalement de la Californie. Exactement, j'aurais pas dit mieux. En fait, nous, on fonctionne un peu au rêve, Arnaud. Tu as compris, hein, la Namibie, on rêvait de ces grandes étendues avec des oryx au loin. La Californie, c'était les films et tout ça qui nous ont donné envie de voir toute cette iconographie californienne, le rêve californien, etc. Et en fait, c'était pas si sauvage que ça, la Californie, finalement, parce que la route côtière qu'on a empruntée, alors c'est magnifique, tout ce qu'on veut, mais effectivement, on s'est peu retrouvé longtemps, sauf à Big Sur, que tu connais sûrement, où là, il y avait quand même des grandes distances entre les points de ravitaillement. Bon, c'est pas non plus ce qu'on va chercher, mais on s'est peu retrouvé seul dans la nature et dans des énormes espaces, bien qu'il y en ait beaucoup. Donc c'est un peu ça qu'on avait en tête en terminant. C'est la suite. On savait que ça s'écrirait dans un endroit plus, je dirais, désertique déjà. Ouais, parce que là, tu vas chercher d'autres limites. Hein. Qui dit désert, dit solitude, parce que ce sont des endroits où l'être humain ne peut pas vivre, tellement il fait chaud et la nature est hostile. Donc, à quel moment, lequel de vous deux a dit à l'autre, d'ailleurs, et si on allait en Namibie? Alors, c'est moi, en fait. Et déjà, c'est parti d'un stage que je devais faire à Cape Town. Mais on savait très bien que si on y allait là-bas, c'était pour qu'après, il y ait une aventure qui se construise. C'était une base arrière de notre prochaine aventure, on le savait. Voilà, on n'a pas volonté à prendre l'avion tous les 4 matins pour se déplacer sur chaque continent. Quand on part dans un endroit, on aime y rester longtemps. Et sachant bien que, en regardant les frontières autour de l'Afrique du Sud, on avait déjà une belle perspective qui s'ouvrait à nous. Ouais. Donc c'est Anouche qui nous a un petit peu, et puis qui était un peu bercée par des souvenirs d'enfance là-bas. Voilà, il y a 10 ans, elle y était allée. Et puis voilà, le déclencheur, comme on t'a dit, c'était cette fameuse Rhino Run dont on a découvert l'existence et on s'est dit que ces mecs étaient complètement fous. Moi, en fait, j'avais donc des souvenirs d'enfance juste magiques. Et quand on a vu que ces gars, ils allaient pédaler là-bas et que c'était possible, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Et donc, j'imagine, Anouche, quand vous vous êtes dit go, c'est en Namibie où notre prochaine aventure cycliste va nous emmener, ça a dû déclencher en toi énormément d'enthousiasme de te dire que tu pensais que c'était pas possible. Finalement, c'est possible. Alors, certes, ça va être engageant, mais c'est aussi ce que vous cherchiez après la Californie. Et il s'est passé combien de temps entre le moment où tous les deux vous vous dites go, on y va, et le moment où vous avez enfourché pour vos premiers tours de roue votre vélo? C'est assez amusant, ça, Arnaud. En fait, on avait des plans qui changeaient pas mal à cette époque-là. Il y a eu les autos d'abord,
ce petit pays montagneux enclavé dans l'Afrique du Sud qu'on pensait faire. C'était peut-être un peu court comme aventure. On a vu que logistiquement, c'était plus compliqué, qu'il faisait froid. Le froid étant le point faible d'Anouche, la Namibie était revenue sur la table, mais un mois avant le départ, quoi. Alors qu'on préparait un trip au Lesotho depuis plusieurs semaines. Et puis, il y a des marques qui ont été enthousiastes. En fait, on a été soutenus par des marques là-bas. On a trouvé notre équipement vélo et les fringues là-bas avec des marques locales. Ils étaient assez enthousiastes. Ouais, ça, c'est bien. C'est bien, ça, de pouvoir travailler avec des partenaires en local. Ouais, c'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur de faire ça. On est arrivé, on n'avait pas pris nos vélos avec nous ou quoi que ce soit. On n'avait rien. On s'était dit, on trouvera tout là-bas. Les sacoches, on avait les sacoches. On avait juste pris nos sacoches. C'est ça. Et comment s'est fait la mise en relation? Alors, c'est en parlant de votre projet que les partenaires sont venus à vous? C'est vous qui avez démarché une fois sur place? Parce que ça, c'est intéressant, votre démarche. On pense surtout, et je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs du podcast qui... moi, je reçois régulièrement des messages. Merci pour les partages, c'est génial. Et donc, quelque part, se mettent eux-mêmes les freins du fait de se dire c'est pas possible parce que j'ai pas de partenaire. Là, cette démarche est intéressante de dire nous, on aimerait traverser tel ou tel pays et on trouvera les partenaires une fois sur place. Donc, je trouve cette démarche intéressante et surtout qui ouvre des perspectives et champ des possibilités aux gens qui nous écoutent en disant faut pas forcément trouver vos partenaires des mois à l'avance. En allant démarcher des grosses marques françaises ou étrangères basées en France, mais plutôt de se dire on va sur place et là-bas on trouvera forcément des personnes qui nous feront confiance parce qu'on croit en notre projet et donc on saura trouver les mots et véhiculer les messages. Comment ça s'est passé pour vous? Ça fait partie de l'aventure déjà, ce que tu dis Arnaud, pour nous. Très clairement. C'est-à-dire, il y en a, ils vivent peut-être cette phase de recherche de sponsors et de soutien comme un calvaire ou un mal nécessaire avant de démarrer. Pour nous, au contraire, ça nous amuse beaucoup de le faire. Et puis, on aime vendre notre projet, on aime en discuter et on aime le partager. Donc ça fait partie intégrante du truc. Là-bas, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ciblé. On a passé 2 mois déjà en amont à commencer à connaître quelles étaient les marques là-bas, comment fonctionnait le vélo. Il y a une énorme communauté vélo à Cape Town. Chaque année, la Cape Town Cycle Tour, qui est la course de vélo annuelle là-bas, c'est la plus courue au monde. Il y a 14 000 participants. Même en Europe, on n'a pas ça. C'est quelque chose d'énorme. Donc, on savait qu'il y avait un gros paysage vélo. Et puis, quand le projet a émergé, c'est très simple. On a contacté les marques qu'on voyait sur les courses et puis les marques qu'on croisait sur les réseaux, etc. là-bas. On a pitché le projet. Et voilà, en envoyant des mails, on s'est bien présenté. On a un petit peu aussi raconté notre passé vélo, nos aventures vélo. Et de là, après, on a eu des retours et on est allé à la rencontre de ces marques locales. Ouais, c'était sympa. C'est un paysage assez dynamique, c'est un marché assez différent que la France. Ils ont une culture du partenariat à l'anglo-saxonne, donc c'était assez simple à débloquer finalement. Les choses peuvent se faire très rapidement en fait là-bas si on provoque l'opportunité. Ouais, c'est intéressant justement d'entendre ce partage et qu'il n'y a pas de frein, qu'il n'y a pas de limite. Et vous avez mis longtemps justement à boucler justement ce côté matériel qui vous permettait, parce que les vélos c'est quand même important quand tu pars dans une aventure de bikepacking. Vous avez mis combien de temps pour boucler ça une fois sur place? Alors, on est arrivé là-bas et en fait, on voulait un moyen de déplacement, donc le vélo. Et très vite, on s'est surtout focus sur trouver des gravels, parce qu'on savait qu'il y avait plein de chemins gravel tout autour du Cap. Donc, comme a dit Tom, on a déjà fait un gros mois pour découvrir Cape Town et ses alentours. Et ça, je dirais qu'en 2-3 semaines… Ouais, pour réunir tout ce qu'il nous fallait, en fait, on avait déjà besoin de gravel, donc c'était la bonne opportunité. En 2-3 semaines, on a pu trouver l'équipement adéquat et les partenariats. C'est allé franchement vite, comme on disait, c'est leur pleine saison là-bas, donc… on était, c'était en février-mars qu'on a préparé. Ouais. Eux, l'été, sont pleins là-bas. C'est les grosses courses qui sont à ce moment-là. Donc, ils sont sur le qui-vive. Ouais, c'était franchement 3 semaines. 3 semaines. C'était réglé. Donc, on s'est vraiment focus sur les vélos. Et ensuite, on s'est dit, pour notre aventure, notre expédition, il faut qu'il y ait une chouette marque de vélo d'ici qui nous soutienne. Ça pourrait être juste dingue pour les images. Et donc, je dirais que… Oui. Et je dirais qu'on s'y est pris 2-3 semaines avant le début de l'aventure. Et donc là, on a envoyé plein de mails à différentes marques d'Afrique du Sud. Et on a bouclé ça, je dirais, une semaine avant. Donc ça s'est fait
Oui, c'était in extremis, mais Oui. en tout cas, Ouais, c'était dans le dynamisme de la préparation du voyage, mais je te rejoins, Tom, c'est vrai, quand on fait ce genre d'aventure, la préparation est déjà un voyage, est déjà juste quelque chose qui permet de lever les freins, et l'aventure a déjà commencé quand tu te mets en recherche de partenaires. Et puis, parlez-nous de ce titre du documentaire, donc Benguela, sur la route des diamants. Qu'est-ce que la route des diamants en Namibie, qui vous a fait traverser justement le pays du sud au nord? Alors déjà, il faut remettre un peu en contexte. On adore faire du vélo, mais il nous faut un prétexte. Parce que C'est on souvent aime ça bien... d'ailleurs, hein. C'est souvent ça, hein. C'est qu'on trouve justement des prétextes à chaque fois pour pouvoir prendre son vélo et partir faire une aventure. C'est ça, voilà. Donc il nous faut des prétextes. Et puis surtout, les prétextes nous permettent de raconter des histoires. C'est un peu ça qui nous anime, nous aussi, plus que la performance. Bon, la performance, évidemment, au centre, mais l'idée, c'est de raconter des histoires. Et si tu veux, un jour, je suis tombé sur une vidéo YouTube avec Anouche un soir au Cap, d'un gars qui expliquait pourquoi la Namibie était presque entièrement vide. Une vidéo d'un Anglais qui fait des vidéos sur la géographie. Et en fait, il expliquait aussi la géologie du pays. Il expliquait que la ressource principale, c'était le diamant, d'où il venait, comment. Du coup, pour te la faire courte, ils sont créés au Botswana il y a des millions d'années. Botswana qui est donc sur la frontière sud-est de la Namibie. Et en fait, il y a un fleuve qui marque la frontière avec l'Afrique du Sud qui s'appelle la rivière Orange, qui a charrié tous ces diamants vers la Namibie et qui les a dispersés du coup dans le désert ou dans les fonds marins sur la côte atlantique, etc. Grâce au courant marin de Benguela. Voilà, grâce au courant marin de Benguela, qui est le titre de notre docu. Le courant marin froid de Benguela, en fait, il donne des eaux très froides sur tout le long de la côte sud-africaine ouest et namibienne. Et en fait, c'est lui qui crée une dépression qui fait qu'il n'y a pas de pluie à ce moment-là, à cet endroit-là. Donc le Namib, le désert, si tu veux, il longe toute la côte. Et on ne peut pas construire vraiment de port, on ne peut rien faire. Il n'y a pas de ville côtière en Namibie, à part une, mais qu'ils ont galéré à construire. C'est ce qui rend le pays, c'est comme s'il avait un accès à la mer coupée, en fait. Donc c'est ça qui rend le pays aussi vide et aussi préservé, d'ailleurs. C'est ce courant, et puis c'est ces diamants qui en sont responsables. Voilà. Alors c'est vrai que les conditions pour traverser un désert à vélo sont quand même... vous allez nous l'expliquer, assez aride, mais ce désert, j'ai quelques photos sous les yeux justement, a l'air tout simplement magnifique, et vous avez dû en prendre plein les yeux, et étant professionnel de la communication photo-vidéo, ça devait être exceptionnel. Alors comment vous avez appréhendé cette traversée d'un désert, parce que un désert par définition, c'est quelque chose de très 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 aride, où les conditions sont assez hostiles, où il faut ne surtout pas se lancer dans cette traversée-là en se disant on verra en chemin, mais anticiper un maximum de choses avant. Comment vous vous êtes lancé dans cette traversée et qu'est-ce qui vous a excité? Même si on l'a dit, après la Californie, vous vous êtes dit ça serait bien d'avoir quelque chose de plus engageant. Bon, vous auriez pu avoir quelque chose d'un peu plus engageant avec la traversée d'un massif montagneux, par exemple, les Alpes, les Pyrénées ou autres. Là, un désert, ça peut vite devenir compliqué pour sa propre santé, je veux dire. Je ne sais pas si on peut utiliser le mot de dangereux, mais en tout cas, voilà, c'est quand même assez engageant au niveau de sa santé, hein, des fortes chaleurs, des déshydratations, hallucinations, ce genre de choses. Dans quel état d'esprit vous vous êtes lancé dans cette aventure? Alors Anouche va un petit peu détailler, mais déjà dangereux, c'est clairement le mot, parce que sans préparation, ça allait à 100%. Hein. Ouais. On l'a découvert, on le savait avant, heureusement, mais c'est pas, on n'y va pas en tongs comme parfois en France où on a une boulangerie tous les 10 km, ça c'est certain. Ouais. Non, il fallait y aller. On était quand même concentrés, c'est-à-dire qu'on s'était quand même planifié des étapes il y en avait des plus ambitieuses, d'autres un peu moins ambitieuses, parce qu'on savait qu'avec les conditions et le terrain, on ne pouvait pas se dire tous les jours on fait 200 km comme en Californie. Non, là c'est complètement différent, parce qu'en fait la route, le vent, la chaleur nous freinent énormément. Ce que tu veux dire, Anouche, c'est que le matin, tu ne peux pas scheduler ta traversée comme vous l'aviez fait en Californie, en sachant quasiment même avant le départ où est-ce que vous allez dormir tous les soirs. Là, il y avait quand même cette notion d'adaptabilité beaucoup plus forte, beaucoup plus importante. Et tu parles notamment des routes. Alors, moi, j'ai eu l'occasion d'en traverser quelques déserts, notamment sur le continent américain. Quand on parle de désert, de vent, de sable,
Est-ce que vous avez roulé toujours sur de l'asphalte? Est-ce que vous avez roulé sur du chemin? Est-ce que vous avez roulé sur du sable? Parce que là aussi, les conditions peuvent être changeantes. Oui, bien sûr. Alors, pour faire court, l'asphalte, ça doit être 10 à 5% des routes qu'on a parcourues. Ouais. Et le reste, c'est majoritairement du sable. On a eu une petite partie, comme on est parti de Springbok, une ville au nord de l'Afrique du Sud, on a eu une partie avec des gros cailloux appelés Rocky Road, où là, on s'est dit pourquoi on n'a pas des VTT. Mais c'est passé. Et sinon, ouais, majoritairement du sable, parfois des petits graviers. Oui, donc du sable, ça veut dire une perte d'adhérence incroyable, de la peine pour avancer, une vitesse moyenne beaucoup plus faible, hein, parce que rouler sur du sable, je ne sais pas si des gens ont déjà essayé d'aller prendre leur vélo et d'aller rouler sur la plage, tu n'avances pas, tu t'enfonces, c'est compliqué. Ça veut dire que vous avez dû anticiper, travailler aussi probablement sur votre section de pneus, parce qu'il y a des sections justement qui permettent d'avoir un plus grand confort et de passer de manière un peu plus safe sur du sable. Comment vous vous êtes documenté sur ça? Alors, on a eu au téléphone Steven qui avait fait un gros tour de Namibie. Ouais. On a eu au téléphone Adrien Liechti, ultra-cycliste suisse. Ouais, donc des personnes expérimentées. Oula, oui, complètement. Ça nous a beaucoup aidé. Mais tous nous ont dit que la Namibie, c'était un mix un petit peu incohérent. Hein. On peut rouler 30 km des fois sur un sable dur où ça se passe bien, on a le vent dans le dos, on va à 30 à l'heure, et là, boum, bac à sable, total. Pendant longtemps, parfois. Et là, c'est le temps qui est divisé par 3 au moins, quoi. On va à 10 km/h au moins, c'est beaucoup plus difficile. Donc, ils nous ont dit, quand même, ils étaient assez unanimes sur le fait qu'on allait en chier, si je peux donner l'expression. Mais effectivement, ils nous ont conseillé de prendre ils nous ont dit plus c'est large, mieux c'est, côté pneus, évidemment. Et puis surtout, voilà, ils sont beaucoup plus habitués que nous à ces terrains. Donc, ils pouvaient nous dire, je pense, ce qu'ils voulaient, ils pouvaient nous donner autant d'infos. Il fallait qu'on voit. Et en voyant, on a aussi compris tout l'étendue de leur expérience. Ouais. Carrément. Et donc, côté pneus, la taille de nos pneus, c'était des… 47. 47 Ouais. Okay. C'était un peu light, franchement, pour ce qu'on avait. C'était light. Ah, il aurait fallu plus gros? Tu penses qu'il aurait fallu plus gros? Oui, parce qu'en fait, on pensait qu'il y aurait plus d'asphalte ou de routes gravier, mais en fait, non. Donc, en fait, il aurait fallu prendre plus gros. Et alors là, est-ce qu'on passe pas justement, excuse-moi Anouk, je te coupe, mais est-ce qu'on passe pas sur un autre type de vélo? Quand je dis autre type de vélo, c'est VTT ou fat bike, tu vois, pour avoir plus d'adhérence? Ouais, alors après, le fat bike, c'est peut-être assez lourd. Parce que des fois, il y a quand même des moments où on est obligé de pousser le vélo, d'être à côté du vélo et de le pousser. Donc, je pense que VTT, ça peut être pas mal. Ou un gravel avec vraiment des pneus qui accrochent. Ouais, dans ce qu'on fait, Arnaud, on essaye toujours d'être dans le meilleur compromis. Hein. Tu sais ce que c'est? Est-ce que c'est un VTT, un gravel? Est-ce que aujourd'hui, on recherche un équipementier en vélo, on discute avec des marques et voilà, c'est ce qu'on dit à chaque fois. On veut faire des aventures engagées, on veut quelque chose qui passe partout, mais on ne peut pas se permettre d'être très lourd sur les portions où il faut qu'on roule vite et longtemps. Après, la particularité de votre aventure aussi, c'est qu'une fois que vous êtes engagé dans le désert, vous ne pouvez pas aller au magasin de vélo à mi-chemin en disant finalement la section de 47 elle n'est pas bonne, on va passer sur du 48 ou inversement. Non, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il est très très important d'avoir un maximum d'infos avant, de prendre les bonnes décisions, mais ça, tu sais que une décision elle est bonne. Tu ne sais pas quand tu la prends. Tu sais une fois que c'est fait, si tu as pris la bonne décision ou pas. Donc, il y a tout ce travail d'anticipation à faire. Bien sûr. Et si je peux rebondir, ça a été après aussi une belle histoire de crevaison, la Namibie. On a crevé un paquet de fois. Ça pouvait être le seul arbre de Namibie. On veut juste se mettre à l'ombre. On pose les vélos et là, on voit qu'en fait, c'est des arbres d'acacia. Donc, il y a des toutes petites épines qui sont microscopiques. Et donc, ça crève tous nos pneus. Et comme l'erreur qu'on a faite, c'est qu'on n'avait pas des pneus tubeless. Adrien m'a dit, j'ai pas crevé en Namibie, mais moi, j'avais pas en tête qu'il était évidemment en tubeless. Ça, c'était l'heure du départ. Tu te dis, allez, mes deux chambres à air, ça va largement le faire. Je me suis dit, mais le sable, les cailloux, ça va, nos pneus sont assez épais. Pas du tout, non, c'est hyper rude pour les vélos. Donc,
Bon, ça, c'est On a dû travailler du coup avec des rustines parce qu'en fait, on n'avait pas autant. à l'ancienne, alors qu'on fait déjà pas ça en France. On n'avait pas assez Oui. de chambres à air. Et après, quand on arrivait dans des toutes petites villes, on trouvait jamais la bonne taille de chambre à air. Donc, on a dû être très créatif et inventif sur ça parce qu'on a réussi à acheter des chambres à air de taille supérieure. Et en fait, si on rentrait une partie de la membrane à l'intérieur de la chambre à air, et ensuite qu'on gonflait, ça faisait le bon périmètre. C'est super intéressant ce que vous dites, parce que quand on vous écoute parler de la Californie et de ne serait-ce que les petits exemples que Anouche tu viens de donner, ça remplit parfaitement l'objectif que vous vous étiez fixé d'avoir une aventure un peu plus engageante. Alors là, très clairement, quand tu m'expliques que vous aviez dû replier des chambres à air pour que ça puisse passer dans la bonne section de pneus, là, on est dans un niveau d'engagement et d'inconfort. C'est bon, je pense que l'aventure était au rendez-vous. Et puis, effectivement, Andrea Lecci, qui est un cycliste ultra-distance très très expérimenté, qui a été invité sur le podcast Ultra Talk, c'était l'épisode 169. Je vous invite à aller le réécouter, qui est un ultra-cycliste hyper attachant, hyper performant aussi, avec une grosse expérience. Donc là, vous aviez frappé à la porte de la bonne personne. Et puis, comment ça s'est passé pour l'hydratation ? Parce que qui dit désert dit forte chaleur. Alors notamment le désert de Namib, donc sud-ouest de la Namibie, face à la mer, qui est considéré comme le plus vieux désert du monde, donc celui qui est soumis aux conditions arides les plus importantes. Donc, comment vous avez géré votre hydratation ? Très bonne question. Le maximum qu'on pouvait emporter déjà était 8 litres. C'était assez arbitraire. On nous avait dit que c'était un bon juste milieu forcément parce que l'eau, 1 litre égale 1 kilo. L'eau, c'est un vrai sujet, ça prend beaucoup de poids sur le vélo. Ouais. Donc, on avait 8 litres sur nous. Et après, il fallait être assez attentif sur les points de ravitaillement qui pouvaient être multiples. Ça pouvait être un petit point de campement, ça pouvait être une petite station-service. Donc déjà, c'est regarder avec attention où sont les potentiels points de ravitaillement, sur Google en amont, appeler, etc. Et puis, une chose qui nous a, je pense, sauvé la mise au final plusieurs fois, parce que 8 litres, c'est pas beaucoup, c'est les voitures qui passent, les 4x4 d'expédition, etc., avec du monde dedans. Souvent, ils s'arrêtaient spontanément. Hein. Ça pouvait être des farmers, des routiers, des touristes. En fait, on fait un signe de la main et comme c'est très rare de voir deux personnes à vélo en Namibie, les gens s'arrêtent. Et il y a un échange qui se fait, on explique ce qu'on fait et automatiquement, ils vont nous donner des bars, des fruits s'ils ont, chips et un peu d'eau. Et ça nous a vraiment sauvé la mise à plusieurs reprises. En ça, on n'est pas dans une autonomie totale comme le prône les courses, là, tel que la Rhino Run. Adrien, il n'a pas eu le droit de faire ça et il s'en est sorti sans. Nous, on était quand même bien contents d'avoir ce joker de temps en temps. Oui, carrément. Et alors, on parlait de l'hydratation, mais justement, l'alimentation, là, c'est pareil. Il faut aussi, quand on fait plusieurs dizaines de kilomètres par jour dans des conditions avec une chaleur extrême, mais on l'a dit, avec une adhérence aussi, par contre, là, extrêmement faible, où on dépense une énergie folle pour avancer parfois pas très très vite. Comment ça s'est passé côté alimentation ? Là aussi, on a beaucoup progressé pendant ce voyage. La Namibie, les endroits où on était dans le sud du pays, il y avait quand même une offre alimentaire très très faible en plus. C'est ça aussi qu'on devait gérer, c'était que on avait peu de possibilités de repas tout prêts à manger comme ça, et donc il fallait ruser un petit peu, il fallait faire des feux, etc. pour se cuisiner des choses le soir. Donc, et puis surtout pour se cuisiner des choses qui donnent assez de calories. Donc le ravitaillement alimentaire pour nous était assez compliqué, d'autant que la cuisine et le plaisir en mangeant, c'est le centre de notre vie quand on ne fait pas du vélo. C'est sûr. Alors là, c'est différent, il faut mettre ça de côté. Le plaisir n'est parfois pas dans l'instant. Hein. Exactement. Alors oui, il y a un bidon d'eau, par exemple, qui s'est transformé en bidon de céréales. On mettait des céréales dedans pour le matin, en fait, que ce soit pratique d'accès. Après, des barres de céréales, quelques bananes. Et aussi, là-bas, ils ont pas mal de viande séchée qu'on appelle le biltong. Donc ça, on va dire, c'est quand même pas mal. Ça permet de donner du sel et du gras assez vite à notre organisme. Ça c'était un gros poste de notre alimentation, ce biltong, c'est des salaisons locales avec tous les animaux. Bœuf en priorité, mais ils en font avec un petit peu tout. Ça nous a bien sauvés. Après, ce qui marchait bien aussi, c'est les soupes, les sachets lyophilisés de soupe.
pour le Clairement. soir. Là, ça permet également de bien recharger en sel, l'apport de sodium perdu dans la journée. Mais... Donc là, cette aventure était de 1200 km, alors qu'en Californie, elle était de 1100 km, dans des conditions qui sont bien évidemment totalement différentes, donc on ne peut pas vraiment non plus le comparer. Hein. Je donne juste ça comme repère pour les auditeurs. Mais combien de temps a duré cette aventure ? C'était 2 semaines. Ouais, donc beaucoup plus intense cette fois-ci. Ouais, c'est ça. 2 semaines complètes sur les vélos. Et oui, c'est ça. Et donc, en fait, pour remettre un peu de géographie dedans, on a démarré au sud du pays, à la frontière avec l'Afrique du Sud, à 200 km de la frontière pour être précis. Et en fait, on a terminé sur la partie nord. Alors, on n'est pas allé jusqu'à l'Angola, très exactement en vélo. On est allé après pour plutôt des vacances méritées. Mais on s'est arrêté dans la ville portuaire de Walvis Bay, donc nord-ouest. Oui, Swakopmund, mais qui est à 30 km effectivement, nord-ouest du pays, où là, ça commence à être un peu plus vert, il y a de la végétation, etc. Donc, on a traversé ce désert, en fait, c'était l'objectif. Et si on parle des émotions, parce que c'est quand même le centre aussi du podcast, c'est comment vous avez vécu cette aventure, ces 15 jours au milieu de nulle part, j'allais dire, au milieu d'un désert, en Namibie, en Afrique australe. Comment ça s'est passé pour vous au niveau de la captation des images ? Parfois, je dis j'imagine, mais je me reprends en disant non, parce que je ne l'ai jamais vécu. Là, je pense qu'il y a quand même des situations que j'ai déjà vécues, à savoir, tout ce que je vois actuellement ne tiendra jamais dans mon appareil. Je ne pourrai jamais expliquer aux gens ce que j'ai vécu, tellement ce que j'ai sous les yeux est magnifique. Alors, pour des professionnels comme vous, j'imagine que vous avez dû vivre cette situation tous les jours. Parlez-nous des moments d'émotion que vous avez vécus, des paysages que vous avez rencontrés et sur lesquels vous avez roulé. Bien sûr. Alors, les moments, je pense, les plus forts d'émotion, c'est finalement en fin de journée, quand on sait que c'est le dernier coup de pédale, on s'arrête là et on est au milieu de nulle part et sans personne. Et en fait, on se retrouve vraiment, on pose la tente, il n'y a rien autour de nous. Et là, c'est pas un hôtel 3 ou 5 étoiles, c'est un hôtel 1000 étoiles parce qu'il y a un ciel étoilé, mais on n'a jamais l'occasion de voir ça, nous, dans notre ville ici, parce qu'il y a trop de lumière, des villes. Et là, comme on est seul au monde, on se retrouve, on sent qu'on est tout petit dans ces infinités d'étoiles. Ouais. C'est juste la folie. Ça fait partie des grands moments d'émotion. Pour rebondir là-dessus, il y a eu quand même un premier choc qui sont pour nous les 2 premiers jours, parce que on sort d'une vie quand même très confortable au Cap, où tout allait bien et on manquait de rien. Et là, on rentre vraiment dans le dur. Et c'était dur. Franchement, les deux, on a pris beaucoup de plaisir, mais c'était très dur les 2 premiers jours parce que c'est un choc. Tout devient dur. Les premiers mètres, moi, que j'ai fait sur des washboards, qui sont ces planches à laver là, créées par le vent sur les routes de gravel, tout est tombé sur mon vélo, quoi. C'est 1 heure à tout rattacher. Chaque geste, chaque machin, des moments devient dur. Et les 2 premiers jours, c'est émotionnellement un choc. Ouais, et puis même les premiers jours, on se retrouve très vite dans des villes abandonnées. Donc, on a un peu l'impression, faut pas trop penser à ça, mais d'être dans le film La colline à des yeux. On ne sait pas s'il y a des personnes qui nous guettent au loin ou quoi. Mais ça peut être très vite être un peu une atmosphère aussi angoissante, finalement, cette solitude. Je trouve qu'à travers cette initiation à l'ultra, c'est surtout, je dirais, une gestion du mental, en fait. La fameuse sinusoïde, les moments d'euphorie et les moments de doute. C'est ça. C'est exactement ça. Hein. On a des journées, c'est des montagnes russes. Ça peut aller, et puis 1 heure après, plus rien ne va, une crevaison, le vent de face, on n'a plus les jambes. Enfin, vraiment, je crois que cette aventure, elle met à l'épreuve notre résilience mentale. Il y a aussi la gestion, en fait, de se retrouver dans une solitude, hein, et dans l'ennui, finalement. Parce des fois, on a des paysages, c'est splendide, mais on a une route qui s'étend à 100 km et on est là tous les deux et on a l'impression de ne pas avancer. Surtout que moi, sur ma montre, j'ai la vitesse qui s'affiche. Et donc, des fois, je préfère même pas regarder parce que je me dis, mais comment on va faire ? Parce que très vite, comme on est seul, on fait des calculs dans notre tête. Alors, à telle vitesse-là, ça veut dire qu'on va parcourir tant. Oh là là, je connais cette sensation par cœur. Et autant parfois, on se souvient des beaux paysages, justement, dont je parlais,
qui vous marquent, mais par contre, ces moments-là, tu t'en souviens aussi toute ta vie, ouais, en disant, je me souviens très bien qu'à telle occasion, j'étais à 7 à l'heure et mon compteur se mettait en pause automatiquement, ne croyant que je n'avançais plus, alors que si, pourtant, je pédale. J'ai connu ça. C'est splendide, mais c'est splendide très longtemps parfois. Donc, on a vraiment le temps de réfléchir avec soi-même. Et puis, comme disait Anouche, voilà, c'est des bas, c'est beaucoup de très haut aussi. Enfin, du coup, les émotions hautes qu'on ressent quand on réussit quelque chose, quand on arrive sur un point de campement exceptionnel, voilà, là, on est submergé. C'est du orange qui vire vers le violet quand la nuit se couche, des oryx, donc ces immenses antilopes avec les cornes pointues sur la tête, en liberté sauvage au loin un petit peu de partout. Juste un bruit de vent et quelques oiseaux, mais parfois même aucun bruit. Sur ces étendues, la Namibie, c'est un peu spécialisé, là, les routes qu'on a vues sur une grande route toute droite, du sable autour et des montagnes de chaque côté qui deviennent orange-rose au gré de la journée. C'est ce qu'on a beaucoup vu. Pour revenir sur l'image dont tu nous parlais, Arnaud, c'était un peu un deuxième challenge parce que faire traverser le Namib à vélo, c'est déjà compliqué. Nous, on voulait en faire un documentaire, on avait des images à ramener, etc. Parce que c'est une composante essentielle de notre façon de faire de l'aventure. Donc il y a ça à gérer. Rapidement, en matos, on avait un drone assez minimaliste, mais très bien, le Mini Pro 3, un appareil pro avec 2 objectifs, un trépied harnaché comme je pouvais sur le tube supérieur de mon vélo. Et puis bon, forcément, téléphone pour des moments pour la petite caméra. Mais du coup, c'était dur de mesurer à quel moment on pouvait, parce que ça prend du temps. Sortir un drone, on doit s'arrêter, sortir des sacoches, trouver un ça aussi, c'est une vraie gestion. C'est une vraie gestion. Déjà d'emmener le matériel. Ça prend du poids, donc il y a de la batterie, enfin il faut des batteries externes parce que tu peux pas t'arrêter le soir, mettre dans la prise et recharger tout ton matos. Donc il y a aussi cette gestion-là de l'énergie, sa propre énergie, mais il y a aussi l'énergie du matériel qu'on emporte. Alors maintenant il y a du solaire qui permet de recharger certains appareils, mais peut-être pas tous. Donc il faut gérer ça, et puis effectivement quand tu t'arrêtes, il y a toute une temporalité qui se met en place. Qui peut peut-être s'anticiper, et aussi, là aussi la disposition dans les sacoches a une importance. Bien sûr, manière d'accéder rapidement. Et on a cette auto-responsabilité de revenir avec des images du coup pour notre documentaire, parce qu'on l'a autoproduit, on n'a pas du tout une équipe en voiture derrière nous qui nous fait les plans quand on est à 2 sur le vélo, donc c'est très vite compliqué. Et voilà, il faut savoir que c'est nous qui devons nous dire, même si on est en galère, ok, il faut arriver à se dire, là on doit filmer. Et souvent, en plus, dans les documentaires, le public, il aime quand il ressent et il voit l'émotion et la difficulté. Donc, il a fallu essayer de faire ressortir ces images aussi, en plus des belles images qu'on a faites au drone. Et donc, c'était un vrai challenge parce que c'était la première fois qu'on produisait un documentaire en conditions, je dirais, réelles et avec, comment dire, en difficulté extrême, en fait, en milieu hostile. Ah ouais, clairement. Puis après, il y a le choix des images. C'est ce qui vous a plu à vous. Est-ce que ça va plaire aux spectateurs, aux téléspectateurs ? Il y a aussi ce choix-là, parce que j'imagine que des belles images, vous avez dû en ramener probablement des milliers. Mais aussi après, le choix à faire pour que tout ça rentre dans la durée du docu, ça aussi, c'est un deuxième challenge. Mais est-ce que vous avez eu parfois dans cette aventure-là, et moi, c'est une question que je pose régulièrement, mais alors, je ne sais pas si on peut dire peur ou douter, mais est-ce qu'à un moment donné où vous vous êtes dit, là, on va trop loin, en fait. Là, c'est la limite, c'est trop loin. Oui, forcément. On ne l'a pas touché et on n'en a pas subi des grandes conséquences. Ceci dit, il y a des passages où on s'en veut un peu. Enfin, il y a des moments où on sait, par exemple, que pendant 80 km, on ne va pas avoir d'eau. Bon. Donc il faut bien gérer, on se met un peu de pression avant pour emporter assez, etc. Ça représente quoi 80 km, Tom ? Ça représente quoi ? Parce que tu parles à un cycliste aujourd'hui, 80 km, il va te dire ça fait 2h30, 3h. Mais 80 km dans le désert de Namib à rouler sur du sable, c'est quoi ? C'est une journée ? Alors, c'est quoi, une demi-journée, une journée ? Ça peut être plus qu'une journée même, en fait, justement. Des fois, ça peut être 80 km cool, et c'est aussi ça qui est compliqué de savoir. Et des fois, c'est 80 km de galère totale. Il y a des cols de cailloux à passer, il y a du gros sable, il y a de la crevaison. Ouais, donc ça peut être plus d'une journée. Donc c'est pour ça qu'il faut s'imaginer vivre avec 8 litres d'eau pour 2 personnes dans un désert sur plus d'une journée. C'est pas la même chose que 3 heures de vélo, quoi.
Voilà. Ouais, c'est ça. Donc c'est là des moments, et puis on prend des images quand même dans la journée, on doit le faire, mais elles nous prennent du temps. Le temps nous prend de l'eau parce que chaque heure qui se passe nous déshydrate, et on n'est toujours pas arrivé, et on ne sait pas quand on va arriver. Donc il y a un arbitrage permanent à faire. À des moments, clairement, c'est des voitures qui nous ont un petit peu sauvé la mise avec un petit litre d'eau ou deux en extra pour qu'on puisse terminer dans de bonnes conditions. On aurait fini, mais pas bien. Voilà. Non, il y a un moment où vraiment on s'est retrouvés. Il y a un moment où ça a été difficile pour nous deux. Normalement, on pédale toujours à côté. Et ce matin-là, Tom avait un peu mal à la tête. Et je pédale, je suis 100 mètres devant. Mais en fait, on ne s'en rend pas compte parce que chacun est un peu focalisé dans sa bulle, dans son monde parfois, parce qu'on pense à plein de choses. Mais en même temps, on sait qu'il faut pédaler. Et en fait, finalement, à un moment, je me retourne et Tom, il est allongé 100 mètres derrière. Donc, vite, je fonce. Je ne sais pas du tout ce qui se passe et comment je vais le retrouver. Et donc, en fait, il faut qu'on s'auto-alimente, l'un dise à l'autre, mange, tu as plus besoin que moi. On n'a pas du tout les mêmes rapports en termes d'aliments qu'on doit manger avec Tom. Tom brûle beaucoup plus de calories que moi. Il a besoin de beaucoup plus. Et donc, il y a ça aussi à gérer. Et il y a eu ce petit moment où j'ai eu peur pour lui. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on fait ça, quoi? C'était rien de grave, c'était de l'épuisement. Ouais, c'était une petite hydratation et de l'épuisement. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis sur le besoin énergétique. Hein. C'est 1000 calories, 2000 calories pour une personne n'a pas le même impact. Sur deux personnes, on est tous différents sur ça. Et le fait d'avoir besoin de calories, ça c'est aussi très intéressant de bien se connaître quand tu pars dans une aventure, de savoir si tu es capable de tenir avec très peu, parce que ton corps est physiologiquement... tu sais qu'avec une banane, tu vas faire une demi-journée, ou alors si tu sais qu'une banane, ça va te faire 1 heure en fait. Tu vois, et c'est pas du tout le même rapport quand tu pars dans une aventure, dans ta gestion de l'effort. Et ça, c'est très très intéressant de le savoir. Et ça va probablement vous servir pour vos futures aventures. Vous avez forcément appris quelque chose de précieux sur ça. Bien sûr. Là, on revient d'un tour du Mont Blanc qu'on a fait en 3 jours. Et sur ce tour, on voit vraiment qu'on n'a pas du tout les mêmes besoins et le même système de récupération aussi. C'est très différent. Alors, d'une fille à un homme, je pense que c'est assez différent. Après, ça dépend aussi. Il y a les qualités innées qui jouent. Ouais. Moi, je suis un peu plus lourd, donc sur des grandes portions de plat avec du vent de face, ça va très bien. Elle peut être derrière. Elle va être plus performante en montagne parce que plus légère et plus dans sa filière énergétique. C'est aussi une grande force d'être tous les deux, je pense, et c'est ce qui était un des gros aspects de ce voyage, c'est qu'on s'est dit que tout seul, on n'aurait pas pu et pas voulu. C'est surtout ça aussi. Et c'est pas la même aventure. C'est quelque chose que quand tu vis à deux, ça duplique quelque part le bonheur de vivre ça ensemble, en fait, très clairement. C'est pas du tout, je pense, le même. À la base, déjà, c'est pas le même objectif. C'est pas le même projet. Quand tu pars seul ou quand tu pars à plusieurs. Quand tu pars à plusieurs, c'est déjà envie de partager quelque chose avec là ou les personnes qui t'accompagnent. Bien sûr. Donc, tu es plus attentionné, tu fais plus attention, chacun va s'auto-motiver quelque part et c'est aussi des souvenirs incroyables. Et si on parle de souvenirs, c'est que quelques mois maintenant après cette traversée, est-ce que vous avez, alors je ne sais pas si on peut dire accepté, mais est-ce que vous avez pris conscience du niveau d'engagement? Est-ce que, voilà, quand on pense à ce projet, quels sont les premiers mots qui vous viennent à l'esprit? Rétrospectivement, alors il y a eu beaucoup de phases. Il y a eu le pendant, l'après très court, et puis la réalisation du docu qui nous a remis dedans à fond parce qu'on a réalisé le docu en rentrant, quoi, dans le mois et demi après être rentré. Donc du coup, on est passé par plusieurs phases. À l'issue, ce qu'on se dit, c'est que on a commencé avec beaucoup d'amateurisme et c'était une excellente chose. Aujourd'hui, on referait pas certaines choses de façon exactement pareille, mais j'ai envie de dire tant mieux. C'est l'expérience. C'est un gain d'expérience. Et je pense ensuite, ce qui reste, c'est quand même qu'on est fiers. On est très, très, très fiers d'avoir fait ça. C'était une aventure. Je ne vais pas dire qu'on ne pouvait pas y prétendre par rapport à notre niveau, mais c'était une aventure qui était engagée. Ouais, c'est clair. Dans ce que vous nous décrivez, oui, effectivement, elle était engagée. Quelle est la plus belle rencontre ou le plus beau moment que vous ayez vécu?
Un moment marquant. Est-ce qu'il y avait vraiment eu un moment marquant, mais de manière positive? Après, il peut y avoir aussi, tu nous l'as expliqué, Anouche, le moment où tu te retournes et Tom est allongé derrière, un moment plus compliqué. Mais là, s'il y avait à ressortir un moment qui, pour vous, waouh, c'est vraiment un moment de bonheur, d'émotion qui s'est dégagé de ça là et que vous conservez en vous et que vous conserverez en vous pour des années. Alors, on peut chacun Ouais, on peut chacun en dire un, je pense. Si tu veux. Moi, c'est cet hôtel 1000 étoiles qu'on a vu quand on a posé la tente au milieu de rien. Bon, ce qui nous est arrivé plusieurs fois, mais il y en a un en particulier qui était marquant parce que c'était rien à des dizaines de kilomètres à la ronde, aucune construction, rien du tout, etc. Et en fait, ça intervient après une longue et difficile journée de vent de face sur des lignes droites caillouteuses. Et donc, ce moment-là où on pose la tente et on se mange des sardines et une petite soupe qui était tout à fait banale, en fait, c'était les meilleurs du monde. C'était la meilleure soupe du monde. C'était la meilleure soupe du monde. Pour moi, du coup, le meilleur souvenir de coucher de soleil parce qu'on a eu toute couleur de l'arc-en-ciel possible. Et puis, la meilleure nuit. On a finalement, d'ailleurs, je ne m'en rappelais plus, mais tu vois, maintenant que je t'en parle, on a au final quasi pas dormi ou très peu dormi à cause du vent qui claquait sur la tente. Mais ça, on l'a oublié. Ce qu'on se rappelle, c'était les étoiles, quoi. Juste sortir la tête de la tente et en fait, ça diffusait de la lumière, même déjà quand on était à l'intérieur de la tente tellement il y avait d'étoiles. Voilà, j'ai ces souvenirs-là, moi. Alors moi, de mon côté, comme ma vie est un challenge, je sais qu'il y a eu une journée où on s'était dit, bon, là, on va essayer de taper dans les réserves et de faire une grosse étape. Et en fait, on ne savait pas vraiment, mais on a choisi de réaliser notre plus grosse étape sur l'une des routes les plus dures de Namibie, où même les 4x4 passaient un sale moment, on va dire. Et c'était donc, on partait d'une petite ville, la ville de Beta, pour rejoindre Sossusvlei. C'est là où on voit toutes les images les plus connues de Namibie. Et en fait, je crois que c'est à la fin de la journée, au 151e kilomètre, quand la route redevient une route d'asphalte. Je vois Tom qui lève les bras, c'est coucher de soleil parce que forcément, ça a pris toute la journée. Et c'est vraiment, c'est une immense satisfaction et un immense sentiment de fierté aussi, partagé bien évidemment, comme on est deux et qu'il y a cette notion de partage. Et là, on peut aller se coucher tranquillement et se dire qu'on a déjà fait une belle partie du chemin. Et puis, je trouve que cette aventure a énormément renforcé notre mental, parce que sur le vélo, en fait, il y a la gestion de la douleur, mais le mental, je pense que c'est ça qui joue pour tous les ultracyclistes. Ah bah, clairement, je pense que tu as mis le bon mot hein, au bon endroit, c'est le mental pour un ultracycliste. Il y a la partie conditions physiques où il faut être en conditions physiques, bien évidemment. Mais sans le mental, avec les difficultés que tu vas rencontrer, qu'elles soient physiques ou techniques ou en fonction du parcours, bah, si tu n'as pas le mental, très clairement, tu ne vas pas au bout de ton aventure. Mais en tout cas, ces deux beaux moments sont pleins d'émotions que vous nous partagez. Mais est-ce que vous avez, durant cette aventure, à travers la Namibie et le désert de Namib, qui, je le répète, est le désert le plus ancien, en tout cas reconnu comme tel, hein, le plus ancien sur cette terre, sur cette planète, est-ce qu'il y a un moment donné où vous avez intellectualisé là où vous étiez, en fait? Est-ce que à un moment donné, vous étiez vraiment dans l'instant présent, ou est-ce que parfois vous preniez conscience de ce que vous étiez en train de faire? C'est toujours par phase dans ce genre d'aventure. Des fois, tu es dedans, tu t'en rends même plus compte et donc tu n'y penses pas. Et des fois, oui, et moi en tout cas, des fois ça me frappe à certains moments. Et tant mieux d'ailleurs, parce que je trouve ça hyper important. On est au milieu d'un endroit dont on a rêvé, on est en train de le faire. Moi, je me disais, t'es mieux ici qu'au bureau, quoi. C'est-à-dire, des fois, c'était super dur, etc. Mais on se rappelle ce qu'on fait, pourquoi, comment. Et très franchement, c'est positif. De mon côté, ça donne l'énergie de poursuivre, ouais, carrément. Ouais. Alors moi, je m'en rendais compte justement quand, en fait, on a fait beaucoup de rencontres là-bas, très très riches. Et en fait, en disant aux gens ce qu'on était en train de faire, et c'est là que tu prenais conscience. C'est là que je me disais, voilà, que quand même.
se passer. Ouais. Et des rencontres, justement, vous en avez fait probablement certaines plus marquantes que d'autres. S'il y avait comme ça une rencontre à sortir. On va parler de ce fameux ENCO dont on parle dans le documentaire. Un jour, on débarque dans une ville /station-service au milieu du désert qui s'appelle Aus, qui était un ancien point de ravitaillement des Allemands quand ils avaient colonisé le pays il y a 100 ans. Et on rencontre un gars, un Namibien, qui est en charge de financer des projets liés à la gestion de l'eau dans la région. Et c'était très, très drôle parce qu'il était habillé comme Sankara, un petit peu Thomas Sankara. Il avait un style un peu militaire et hyper original. Il nous a pris avec son pick-up au coucher de soleil. Il nous a amené voir les montagnes de Hauss derrière et des coins qu'on n'aurait jamais pensé découvrir. Il nous a présenté à des gens qui font du vélo là-bas dans cette ville. Et puis en fait, on a découvert, en fait, on a mis un pied dans le pays, dans vraiment ce qu'était la Namibie et les gens qui font la Namibie, parce que c'est des gens qui sont engagés en politique dans leur pays, etc. Et donc ouais, c'était essentiel comme rencontre, ce fameux ENCO, qui même nous faisait rire, il nous jouait des tours, parce qu'il était un petit peu artiste, il dessinait des choses sur les pierres environnantes. Nous, en touristes que nous sommes, on pensait que c'était des peintures rupestres, des choses qui avaient 10 000 ans. Il nous dit non, c'est moi qui ai écrit mon nom sur le rocher la semaine dernière, quoi. Donc c'était hyper drôle. Voilà, puis... Non, et puis il nous a aussi le soir amené chez je pense que c'était un Afrikaner qui avait un lodge. Et en fait, il est en train de créer, donc on est toujours à Aus, en Namibie, il crée un centre, il aimerait bien développer un centre pour les VTTistes pro et pas forcément pro, parce qu'en fait, la ville d'Os, c'est des grosses montagnes, des gros blocs de rochers, et en fait, il y a énormément de spots de VTT. C'est pour ça que je voulais le mentionner ici pour tes auditeurs, Arnaud. Intéressant. Merci. Et je crois qu'il devait même recevoir Pauline Ferrand-Prévot. Ouais, voilà. Pauline Ferrand-Prévôt, la championne française. Il y avait des champions qui étaient passés là-bas. C'était un des co-organisateurs de la Desert Dash, qui est une course de VTT en Namibie, une des seules et qui est assez connue des initiés. Donc c'était marrant de se retrouver. On arrive au milieu de nulle part et puis on se rend compte qu'on a un lien avec tout le monde là-bas. C'est ça. Et c'est vrai que si on avait pu rester plusieurs jours là-bas, on l'aurait fait parce que le gars qui gère ça est vraiment super sympa et très passionné de vélo, de VTT. Enfin, il connaît toute la Namibie par cœur. Alors, génial. C'est une très bon conseil, très bonne adresse. Donc, pour les auditeurs qui veulent aller chercher aussi un petit peu d'aventure et ce coin de paradis, il faut noter ou réécouter ce podcast ces moments-là. Ça va être très intéressant. Alors, vous nous aviez parlé donc de votre projet que vous veniez de terminer, Tour du Mont Blanc à vélo, mais la prochaine aventure, la vraie aventure, vous pouvez nous en parler, ou elle est en train elle est en réflexion, ou c'est quoi la suite pour vous? Parce que le problème, c'est qu'une fois qu'on met le pied dedans, on a envie de recommencer. C'est souvent ça le truc. Donc c'est quoi la suite pour vous? Ouais, comme tu le sais, Arnaud, voilà, pour des gens comme nous, la prochaine aventure, elle est toujours en construction, quoi. C'est la fameuse excuse, tu sais, c'est la fameuse excuse pour repartir. C'est trouver un projet. Ouais, c'est ça, on est sur un projet, quoi. On repart en Afrique. Ce qui est certain, c'est que voilà, de septembre à décembre, on sera en Afrique du Sud, où on a aussi nos clients, etc. Ce qu'on veut aujourd'hui documenter, ce qui nous intéresse le plus, c'est de parler du vélo en Afrique. Donc là, il y a un pays qui a attiré notre attention récemment et qu'on aimerait beaucoup aller explorer pour en faire un film qu'on veut faire financer, c'est le Rwanda. Le Rwanda, il s'est reconstruit beaucoup grâce au vélo. Les championnats du monde de l'UCI en vélo de route, c'est à Kigali, donc la capitale, en 2025. Il y a énormément à dire sur ce pays, et puis il y a énormément à dire sur le vélo en Afrique. Donc voilà, c'est une base pour explorer le pays des 1000 collines, qui est, d'après ce qu'on a entendu, un joyau. Avec une race around Rwanda qui est en février, je crois. Oui. Février, qui fait 1000 km, et pour avoir eu déjà en face de moi, face à face sur ce micro, des personnes qui ont parcouru, notamment Adrien Litchi, qui l'a fait également, c'est une terre de vélo, quoi. Très clairement, le Rwanda, c'est une terre de vélo. Enfin, ils sont tous à vélo. Et il y a vraiment un amour pour ce mode de déplacement. Ouais, c'est vrai que du coup, le vélo, il apparaît clairement ici comme un outil de reconstruction et de fédération d'une population qui a été brisée à un moment par son passé. Et donc, on aimerait vraiment mettre le vélo en avant en Afrique, parce que je pense que
que c'est vraiment un levier de progrès. Il y a d'autres pays, hein, il n'y a pas que le Rwanda, par exemple le Kenya aussi, où il y a des projets tels que les Boda Boda, j'avais vu l'autre jour dans un magazine, où ils parlent de vélo-taxi, donc ça contribue aussi au développement économique des pays. Et donc, on va vouloir vraiment mettre l'angle là-dessus et donc réaliser ce documentaire en vélo, parce qu'on explore en fait ces pays à vélo. Quoi de mieux pour réaliser un documentaire sur le vélo qu'y aller en vélo? Très clairement. Sur le terrain. Très clairement. Bon, en tout cas, on va suivre ça. C'est un très très beau projet avec probablement des paysages qui vont se présenter face à vous, aussi splendides les uns que les autres. On arrive sur la fin de l'épisode du podcast. À nous chez Tom, si vous aviez un dernier message à faire passer, ça serait lequel? C'est peut-être la question la plus compliquée de l'épisode. On en a plein. Arnaud a fait passer. Parce que les gens l'entendent, mais n'ont pas l'image. Moi, j'ai l'image et je vois le doute s'installer en vous quand je pose cette question. C'est pour ça que je me permets. Non, le message qu'on aurait à faire passer pour, je pense, beaucoup de gens qui font du vélo de façon très régulière, c'est de s'intéresser, c'est d'aller plus loin dans les endroits où on va, et c'est vraiment d'aller chercher l'histoire, les gens. C'est aussi pour ça qu'on fait ça. On n'est pas que des ultra-cyclistes qui traversons des pays anonymes de façon anonyme. Nous, on va prôner plutôt une approche où on va plus loin dans la connexion, dans la découverte de l'endroit où on est, que ce soit en termes de temps, que ce soit en termes de rencontres et en termes de documentation. Voilà. Et même d'aller pédaler, de sortir de chez soi et de sa zone de confort. Parce que même à côté de chez soi, en fait, il y a des endroits juste dingues qu'on ne connaît pas encore. C'est ce qu'on a découvert avec le Tour du Mont Blanc. On a découvert très chouette. Ça, c'était fou. Ouais. Ouais. Du coup, le mot de la fin, c'est approfondissez la connexion avec l'environnement. Ouais. Clairement, on garde ça. Mais clairement, effectivement, on a en France des régions qui sont juste exceptionnelles et parfois l'aventure est au pas de la porte. Hein, comme l'ont dit plusieurs des invités, c'est parfois il suffit de se perdre volontairement à vélo d'ailleurs, hein, de partir sans GPS et de se dire là je prends à droite, voilà, pour l'intersection, non, à gauche ça m'inspire plus. Et puis on découvre des endroits qui sont juste à côté de la route que l'on emprunte quasiment tout le temps, mais qui offrent une perspective totalement différente. Un grand merci à vous pour le temps que vous m'avez consacré, pour l'histoire que vous venez de partager aux auditeurs. Un grand merci à vous. Plein de belles choses pour la suite. Et puis on va suivre vos prochaines aventures avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup. Merci Arnaud, on a hâte de suivre les tiennes. Merci beaucoup Arnaud. Merci d'avoir écouté cet épisode captivant d'Ultra Talk. J'espère que cette conversation inspirante avec des individus audacieux vous a laissé avec de nouvelles perspectives et une motivation renouvelée. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez embrasser l'extraordinaire dans votre propre vie. Restez connectés sur les réseaux sociaux Ultra Talk et sur le site ultratalk-podcast.com. Continuez à vous aventurer et à repousser vos limites. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode passionnant d'Ultra Talk.